Ok, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors, ouais, vous êtes déjà quelques-uns de connectés. On va peut-être juste attendre 1 ou 2 minutes que tout le monde nous rejoigne. Et on démarre aussitôt. Bonjour Flavie, bonjour Benoît, Serge, Philippe. Salut Tony. Ok. Bon, on va peut-être démarrer. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à cette 6e déjà session des cahiers de vacances de la data. Donc, enchantée, je m'appelle Hélène. C'est moi qui remplace Pauline jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Donc, le sujet du jour, c'est le notebook. Et comme la dernière fois, je vous laisse avec Soumia. Comme d'habitude, posez toutes vos questions. On y répondra pendant les sessions, pendant la séance et à la fin. Et voilà. Et je vous laisse avec Soumia et je vous retrouve à la fin. Bonne session à tous. Merci. Alors, donc, du coup, rebonjour pour certains qui n'étaient pas là mardi. Je m'appelle Soumia et donc, du coup, on va voir ce que c'est que les notebooks. Je vais partager avec vous mon écran. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous ne voyez pas mon écran ou autre. Je reviendrai là-dessus. Alors, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est comment on peut gérer des notebooks et qu'est-ce que c'est que des notebooks. Donc, on va regarder rapidement la définition. Donc, des Jupyter Notebook, en fait, c'est une application open source web. Jupyter, par défaut, en fait, ils ont plusieurs projets. Nous, on va s'intéresser à un projet bien précis qui s'appelle Notebook et qui va nous aider à écrire du code, mais en même temps ajouter du texte et du style et enrichir en fait les différents documents qu'on va générer. Donc, c'est utilisé par des data scientists, c'est utilisé par les chercheurs pour enrichir leurs recherches, pour enrichir en fait leur code et pour pouvoir le partager à leur communauté pour que ce soit beaucoup plus visible et qu'on puisse comprendre en fait la stratégie qu'ils ont mis en place. On va voir aussi que ça aide beaucoup dans la data, donc ça va nous aider à nettoyer nos données, à les charger aussi, donc des différentes sources, comme vous allez voir la semaine prochaine. On peut charger des données à partir de fichiers CSV, on peut les chercher dans des API et autres, et on pourra donc dans le notebook plus facilement les visualiser, vérifier leur intégrité, vérifier qu'ils sont propres, et potentiellement aussi les modifier ou les changer pour que ça réponde en fait à ce qu'on recherche. Vous allez voir aussi la visualisation la semaine prochaine, donc toujours dans le notebook, on va voir qu'on peut facilement visualiser, donc faire des graphes, voir en fait les différentes tendances de nos données, s'il y a des corrélations et autres. Et ça, c'est plus sympa avec un Jupyter Notebook qu'avec un Spider ou un Subintex ou un autre éditeur. Alors, comment on lance le Jupyter Notebook? La première chose, en fait, il faut se placer dans le dossier où vous souhaitez le lancer. On va utiliser Anaconda et on va utiliser en fait on va utiliser la ligne de commande pour se placer dans un dossier bien précis et après on le lancera avec la commande Jupyter espace notebook. Donc là, je suis sur Anaconda. Je vais lancer dans un premier temps donc, le terminal. C'est un terminal Windows. Et je vais me placer en fait dans le dossier qui m'intéresse. Donc là, j'ai mon dossier ici. Je vais copier donc le chemin. Et je vais utiliser en fait CD, qui veut dire Change Directory. Et je vais copier le chemin dans lequel je souhaite me placer. Donc une fois que je suis dedans, je vais écrire Jupyter Notebook.
Et donc là, en fait, ça s'ouvre dans mon navigateur directement. Donc, comme je disais, c'est une application web. Ça va s'ouvrir directement dans mon navigateur. On voit ici l'adresse, donc localhost, ça s'est ouvert en local. Souvent, vous allez voir que le premier Jupyter, normalement, il va s'ouvrir à un port 88-88. Si vous en ouvrez beaucoup dans la même session, dans la même journée, les ports vont changer, bien sûr. Et ça se visualise comme ça. La première chose qu'on va avoir, en fait, c'est l'arborescence de notre dossier à partir duquel on l'a lancé. Et nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est de créer en fait un nouveau type de fichier qui pourra exécuter du code Python. Donc, pour faire ça, vous avez en fait le new ici. Vous allez choisir en fait quel type de notebook vous souhaitez créer. Donc là, on est intéressé par du Python. Et donc là, on va avoir le notebook s'ouvrir dans un autre onglet. On a donc le notebook va s'appeler par défaut Untitled, donc je peux lui donner un nom, par exemple introduction, name, et on a directement en fait une première cellule où je peux insérer du code qui est par défaut vide. Cette première cellule, elle se caractérise donc par, vous allez voir, par un in qui veut dire entrée. En fait, c'est l'entrée de notre fichier. Je peux par exemple en fait insérer du code comme on le faisait avant, donc de Python par exemple. Et pour l'exécuter, vous avez le run ici. Et là, j'ai le out, donc c'est la sortie en fait de l'exécution de ce petit code que je viens de rentrer. Je peux faire en fait les mêmes opérations qu'on faisait dans Python. En fait, on peut faire toutes les opérations qu'on faisait dans Python, à savoir, je peux définir une variable et je peux la runner. Elle va s'exécuter. Donc là, pour l'instant, j'ai juste créé une nouvelle variable, je l'ai instanciée. Je peux l'afficher avec la fonction print. Et je la run. Et donc là, ça m'affiche en bas la sortie en fait de mon print. Il y a aussi donc un autre type. Donc le type qui va nous intéresser aussi aujourd'hui, c'est le type Markdown. Donc la cellule que vous voyez, les différentes cellules que vous voyez ici, vous pouvez donc aussi les créer avec le plus qui est là. Vous pouvez les supprimer. Delete cells, donc ça la supprime. On va voir vers la fin quels sont les shortcuts. Il y a aussi des raccourcis. Si vous êtes intéressé aussi par les raccourcis pour aller plus vite d'une cellule à une autre et pour pouvoir les supprimer. Donc, on les ajoute avec le petit plus qui est là et on les supprime avec Edit Cells, supprimer. On peut aussi les sélectionner. Donc, ça, c'est des petits shortcuts que vous allez voir. On peut merger en fait l'ensemble des cellules. Une fois qu'on a défini, par exemple, plusieurs cellules, on peut faire un merge de cellules. Et normalement, il les met tous dans la main. Donc là, on vient de voir qu'est-ce que c'est qu'une cellule code. Maintenant, si je souhaite intégrer un peu plus d'explications et du texte dans mon code, donc potentiellement, on peut imaginer que je souhaite créer, donc c'est une introduction, donc on va faire une fonction qui s'appelle Hello World. Donc la première chose que je fais, donc j'ai écrit en fait des textes très très simples, donc fonction Hello World. Je vais changer en fait le type de ma cellule. Donc là, ça me permet en fait d'aller d'un type de cellule à un autre. Et c'est là qu'on va voir qu'il y a le type Markdown. Donc c'est comme le HTML. Ça permet en fait de traduire le texte en entrée à de l'HTML en sortie. Donc si je le run, je vais avoir du texte. Donc là, c'est différent des commentaires, c'est du texte que j'ai en sortie. Donc cette cellule-là, c'est clairement du texte. Si j'avais fait la même chose, mais dans une cellule code, donc la différence entre texte et code, vous allez le voir, ici, j'ai pas de in et de out. Ici, j'ai un in, c'est-à-dire que j'attends du code et non pas du texte. Donc si j'écris du texte dans une cellule code et je l'exécute, il va m'afficher une erreur parce qu'en fait, il y a un kernel Python qui tourne derrière qui reçoit en fait l'ensemble des commandes qu'on rentre ici, qui les exécute et qui nous les renvoie. Donc là, clairement, c'est comme si j'exécutais un petit script Python où j'ai juste écrit fonction Hello World. Donc, c'est ni des codes ni des commentaires et ça va retourner une erreur. Syntaxe error. Donc là, il faut que par exemple, si je le passe en commentaire, ça va mieux marcher.
Alors, le Markdown, c'est super intéressant parce que ça permet en fait d'enrichir mon texte. Donc, on peut imaginer que je souhaite mettre en gras ce petit bout de texte. Ça l'a mis en italique. Donc, on va mettre 2 étoiles pour pouvoir mettre en gras. Et je run. Donc là, j'ai en gras. Le Markdown, alors, donc c'est comme les balises HTML et il y en a beaucoup. On ne peut pas tous les connaître forcément par cœur. Et le mieux, c'est de tricher et d'avoir ce qu'on appelle une cheat sheet de Markdown. De Git, par exemple. Cette cheat sheet, en fait, elle va nous donner comment entrer en fait différents styles. Donc, imaginons que je souhaite avoir des titres. C'est ce que souvent on fait dans des Jupyter Notebook. Donc, on va commencer par définir en fait les différents titres, les différentes sections de mon Jupyter. Donc là, on voit les différents niveaux de header, comme dans HTML. Je vais, dans un premier temps, changer de code à Markdown. Ensuite, je copie en fait ça. Donc, on a dièse, espace H1. C'est le premier style en fait d'un titre. Si je veux faire plus petit, donc c'est 2 fois dièse. Si je veux faire encore plus petit, c'est 3 fois dièse, etc. Et là, je run. Et là, on voit en fait les différents styles que je peux avoir de H1 à H6 avec seulement un dièse. Bien sûr, il faut que je passe de code à Markdown. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut, donc, comme on l'a vu, mettre en gras. On peut aussi faire un scratch, ça veut dire faire un tiret, comme ici on le voit sur Scratch 10. Donc, toujours Markdown. Par défaut, la cellule, elle est en code. Donc là, j'ai fait un scratch. Je peux aussi créer des listes ordonnées et non ordonnées. Donc, pour créer des listes non ordonnées, en fait, vous avez juste besoin d'écrire donc un point espace et les autres lignes doivent toutes commencer par un en fait. C'est lui qui va vous les ordonner, donc vous n'avez pas besoin de rentrer en fait les différents chiffres. Donc là, c'est bien parti de 1 à 5. Pour des listes non ordonnées, c'est étoile, espace. Et si je fais la même chose, je passe un Markdown et je run. Donc là, j'ai bien une liste qui est non ordonnée. Alors, ça peut nous intéresser aussi, en fait, des fois, par exemple, d'ajouter des liens vers de la documentation ou autre. Donc, si je fais une introduction à Python, donc, je vais créer donc, un titre. Je vais changer ma cellule ici. Et je vais, par exemple, ajouter un lien vers python.org. Donc, les liens, en fait, c'est crochet. Donc là, c'est le lien qui va apparaître. Donc, python.org. Je ferme le crochet. Et après, mon lien doit être dans la parenthèse. Donc là, j'ai créé un petit lien en dessous de mon introduction à Python. Et je peux faire la même chose pour les images aussi. À la différence du lien, donc le lien, comme on l'a vu, c'est crochet, donc le texte, et le lien vers lequel je vais aller une fois que j'ai cliqué sur le texte, c'est entre les 2 parenthèses, et là, il faut absolument qu'il n'y ait pas d'espace parce que sinon, ça ne marche pas. On peut voir aussi les images. Les images, la différence d'un lien, en fait, il faut juste un petit point d'exclamation. Donc, si je prends ça pour afficher le logo de Git. Donc toujours, il faut que je change ma cellule. Et on va le voir, en fait, vous avez la différence entre le lien et insérer une image, c'est le point d'exclamation qui vient ici. Et toujours, vous pouvez soit mettre une image locale qui est sur votre machine. Donc là, il faut vraiment mettre le chemin relatif à l'image. Comme ça, vous êtes sûr qu'on va le trouver. Parce qu'en fait, on va le voir plus tard, quand on ouvre le Jupyter, il ne voit que les différents fichiers qui sont au même niveau que lui. Donc, on l'a ouvert
dans ce dossier qui est là. Donc, il va voir que les images qui sont en dessous. Donc, s'il y a une image en dessous, vous pouvez mettre le chemin direct. Sinon, il faut mettre l'ensemble du chemin, donc depuis la racine jusqu'à là où il se trouve. Et là, j'ai mon petit logo qui s'affiche, donc qu'il est allé chercher en ligne dans cet exemple-là. Alors, j'entends plein de commentaires, je vais aller voir ce qui se passe. Et je vais aussi désactiver mon partage d'écran. Ça, c'est plus intéressant. Est-ce que vous avez des questions? Alors. Pourquoi on utiliserait cette idée très simple par rapport à Spider ou autre? On va voir en fait que le notebook va nous aider à documenter, en fait ce qu'on essaie de faire. Donc, si on part du principe qu'on essaie de résoudre une problématique ou on essaie de résoudre une fonction mathématique ou autre, le notebook, en fait, ça va être utilisé à la fin. Ça ne va pas être du tout utilisé nécessairement au tout début de la programmation. Donc, vous allez utiliser Spider ou autre pour définir en fait l'ensemble des fonctions de votre code. Une fois que vous avez fini de la définition de l'ensemble des fonctions du code, vous pouvez utiliser donc le notebook pour importer donc ces fonctions-là et les utiliser et les afficher le rendu et insérer potentiellement des images qui vont expliquer ce que vous essayez de faire en fait et ce que vous essayez de résoudre. Donc, et aussi, ça permet aux autres de voir le code que vous avez exécuté. On va le voir au fur et à mesure en fait de la session d'aujourd'hui, comment on pourra utiliser et importer des fonctions que vous auriez utilisées, vous auriez définies dans des fichiers .py et les afficher directement. Et vous allez voir aussi à partir de la semaine prochaine pourquoi on utiliserait le notebook, surtout dans l'analyse de données. C'est très intéressant dans l'analyse de données parce qu'en termes d'affichage, vous allez beaucoup plus vite à afficher directement le rendu de ce que vous cherchez, plutôt que d'exécuter et de faire des allers-retours entre la console et les cellules code. Donc ça, je pense que ça va paraître un peu plus clair vers la fin de la session. Ok, on continuera. Alors, on était dans notre petite introduction. Donc, on a vu la partie Markdown, qui est assez intéressante. Donc, vous pouvez aussi voir le HTML. Si vous êtes plus intéressé par, vous êtes plus habitué à HTML, donc vous pouvez aussi regarder l'HTML cheat sheet et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc là, en fait, pour enrichir encore plus le document notebook, vous pouvez utiliser les balises HTML directement dans le notebook. Donc, on va faire un test. Et donc là, j'ai pu utiliser ça. On peut aussi donc utiliser ces petites icônes ici qui sont assez sympas. Ça dépend vraiment de, par exemple, si vous souhaitez ajouter un point d'attention ou autre. Donc là, vous pouvez venir chercher les caractères ici en fait. Et si par exemple moi je souhaite ajouter le caractère plein de pubs dans ces pages, je vais chercher Snake pour Python. Et donc, je vais l'ajouter dans Jupyter à ce niveau-là. Et là, donc, du coup, j'ai pu ajouter un petit émoticône. Donc, vous pouvez aussi vous baser sur cette page-là pour ajouter encore plus de style et enrichir votre document. On a parlé donc aussi des maths. Donc, souvent, en data science, vous allez potentiellement utiliser des fonctions mathématiques et vous avez envie aussi de les documenter. Donc, en fait, de mettre en clair, de montrer quelle formule vous avez utilisée. Donc, pour cela, il faut utiliser la cheat sheet LaTeX. Donc, si je regarde la cheat sheet LaTeX, et on voit, en fait, qu'est-ce qu'il faut écrire pour avoir un rendu. Donc, si je prends une racine
Là, par exemple, pour la racine, j'ai ça. Donc, si, par exemple, je dois retourner la racine carrée d'un chiffre et je crée une fonction. Donc, je vais donc, définir. On va mettre un titre. Je vais zoomer aussi, que ce soit beaucoup plus intéressant. Voilà. Alors, donc, markdown toujours. Fonction racine carré. Et donc, par exemple, j'ai la définition de ma fonction, ça va être toujours markdown. On le voit automatiquement qu'on n'est pas en markdown parce que ça commence à être écrit en rouge. Il y a toujours le in. Je vais changer de clavier. Bon. Et là, je dois insérer, donc, on a dit, le latex. Et en fait, il faut mettre il faut mettre un dollar et il faut copier ce qui est écrit ici. Et je vais enlever le n parce que j'ai juste besoin d'une racine carrée simple. Donc là, on le voit, le rendu que j'ai. Donc, c'est un rendu beaucoup plus sympa que si j'avais écrit juste racine carrée. Et donc, si je souhaite retourner le racine carrée d'un chiffre, par défaut, c'est par exemple, si je souhaite calculer la racine carrée de 4, c'est étoile, étoile, 0,5. Et là, j'ai 2. Je peux aussi bien, donc ici, définir aussi une fonction, racine carrée. On va mettre, elle prend x. Elle me retourne x2, 0,5. Donc, je peux définir aussi des fonctions ici et les appeler comme, je vais faire un print pour que je puisse voir le résultat. Donc, j'ai toujours le autocomplete qui marche aussi et je peux lui passer 4. Et donc là, j'ai bien le rendu de ma racine carrée qui est 2. Alors, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors, c'est très actif dans le chat, mais j'ai qu'une question. C'est vrai qu'il faut plutôt poser des questions dans le... Non, mais c'est des commentaires. Sinon, Mathieu demande il n'y a pas d'autocomplétude de code, ni test, ni debug dans le notebook comparé à Spider ou un autre IDE. On perd en confort et en fonctionnalité. Du coup, pourquoi utiliser cette IDE très simple par rapport à Spider ou autre? Ça, c'est vrai que j'ai répondu tout à l'heure. Et par rapport à l'autocomplétude, il y a l'autocomplétude, on vient de le voir. Il y a bien l'autocomplétude. Donc, le shift tab autocomplète en fait les différentes fonctions. À partir du moment où vous avez fait un import, vous avez défini des fonctions, enfin tout ce que vous faites dans Python en tant qu'autocomplétude, ça marche aussi dans le Jupyter. On va voir maintenant. J'ai un peu des variations quand je t'entends. Mince, vous m'entendez pas très bien? Je t'entends bien, mais ça bouge un petit peu. Je ne sais pas si c'est juste moi. Bon, ça va normalement. Ah, il y a écrit nous aussi. Ouais. Bah là, c'est mieux, c'était mieux. Donc, continue, je te dirai sinon. Désolée, c'est peut-être l'écho dans cette salle. J'ai pas eu ça mardi. D'accord, je vais continuer alors. Bon. Ok. Ensuite, donc. Oh, mince. Je vais vous montrer aussi le Jupyter Lab qui est assez intéressant. Donc, la différence entre un Jupyter Notebook et un Jupyter Lab, donc on l'a vu ici, le Jupyter Notebook, en fait, ça m'ouvre un seul notebook à la fois. Je ne peux pas visualiser différents notebooks d'un coup. Avec le Jupyter Lab, je vais pouvoir en fait voir plusieurs notebooks d'un coup et aussi pouvoir les comparer. Pour lancer un Jupyter Lab, c'est la même chose. Vous pouvez soit... Excuse-moi, je te coupe. Si tu peux repartager ton écran, s'il te plaît. Tu l'as départagé. Ça marche. Merci. Donc, vous pouvez toujours le lancer à partir d'un prompt ici. Donc, si par exemple, je relance,
Je fais toujours un change directory pour être sûr de lancer à partir du bon endroit. Et je tape Jupyter Lab. Et donc là, en fait, c'est une surcouche de Jupyter Notebook qui, d'un côté, elle va me donner accès directement à l'explorateur de fichiers, où je peux en fait avoir la vue directe. Tout à l'heure, on avait deux fenêtres séparées. Donc en fait, là, j'ai vraiment toute l'expérience en un seul endroit. J'ai l'explorateur de fichiers à gauche, que je peux bien sûr cacher si j'ai envie. Je peux aller explorer mes différents fichiers. Je peux afficher des fichiers CSV directement ici et voir en fait le contenu et le rendu de ces fichiers-là. Et je peux bien sûr donc créer de nouveaux fichiers IPYNB, donc c'est différent d'un point .py pour nous. Alors, ce qu'on peut faire aussi en fait, c'est là, tout à l'heure, j'avais une vue, donc là, c'est ce que j'ai créé. J'ai créé un fichier qui s'appelle introduction. Je peux aussi bien, donc pour des fichiers qui sont des fois très très longs, où j'ai besoin de comparer, donc en fait, il faut imaginer que j'ai un fichier Jupyter, enfin que j'ai un notebook qui peut être assez dense et assez long en termes de contenu, et je peux en fait parcourir les deux notebooks en même temps. Donc là, il se peut que j'ai créé des fonctions au tout début. Donc tout à l'heure, on parlait de comment on peut débugger. Ça peut être aussi une solution. Si par exemple, j'ai créé des variables ou autres, où j'ai fait certaines opérations plus haut dans mon fichier et vers la fin, ça ne marche plus. Donc, je peux créer deux vues. Une vue où j'ai le haut et une vue où j'ai le bas. Donc, du coup, je peux comparer qu'est-ce qui s'est passé entre mes différents fichiers. En termes de raccourcis aussi, donc vous avez plusieurs raccourcis que vous pouvez utiliser. Vous pouvez donc en fait, d'ailleurs, je pense que ici on les voit plus simplement. Donc shortcut. Donc show keyboard shortcut. Ici vous avez les différents shortcuts pour aller très vite d'une cellule à une autre. Donc en fait c'est pour entrer en fait, ajouter une cellule plus haut ou ajouter une cellule plus bas sur Mac, je pense que c'est CMD sur Windows, donc on fait un échappe et après vous insérez A, donc ça ajoute une cellule plus haut, ou sinon B, ça ajoute une cellule plus bas. Pour rentrer dans une cellule, c'est Enter, donc c'est entrer et vous pouvez l'éditer et entrer en mode édition. Ensuite, vous avez donc les autres shortcuts pour passer en fait d'une cellule Markdown à une cellule code, et c'est toujours échappe et vous passez de M, vous passez à M pour passer en Markdown. Donc ça, c'est les shortcuts que vous avez besoin de savoir. Donc, qu'est-ce qui pourrait les intéresser finalement, comme on en parlait tout à l'heure, comment je pourrais créer donc un fichier Jupyter sympa où finalement j'aurais pas tout mon code, parce que là, vous allez le voir aussi, c'est que le Jupyter, il n'est pas fait, enfin le notebook n'est pas fait pour écrire tout votre code. Il n'est pas fait pour écrire toutes vos fonctions, tout. Donc tout à l'heure, j'ai créé donc une fonction racine carrée. Donc ça, je peux par exemple le supprimer, c'est TD. Ça aussi, pour que ce soit un peu plus sympa. Donc là, j'ai créé donc l'introduction à Python, j'ai défini ma fonction, j'ai rajouté du latex, ma fonction fonctionne, tout va bien. Maintenant, j'ai besoin en fait de la sauvegarder. Je pourrais la sauvegarder dans un fichier .py à part et l'appeler dans mon Jupyter. C'est ce qu'on va faire plus souvent en fait dans les Jupyter Notebook, dans les notebooks, plutôt que de définir directement les fonctions ici. Donc, et je peux créer en fait ici un nouveau fichier que je vais appeler .py et je vais l'appeler racine carrée. Donc, je vais copier en fait cette fonction ici. Je vais enregistrer. Et à la place de l'appeler de cette manière-là, je vais l'importer. Donc, je vais dire à mon notebook d'aller chercher à partir du fichier racine carrée une fonction qui s'appelle racine carrée.
Donc là, il ne faut pas se tromper dans la façon avec laquelle je l'ai nommé. Donc, une fois que j'ai fait ça, je pourrais l'appeler directement sans l'avoir défini dans mon Jupyter. Sachant que ici, j'ai bien sûr le fichier .py qui est au même endroit que mon Jupyter. Donc, si je fais ça, il faut que je teste aussi que j'ai pas en fait en mémoire cette fonction, parce que souvent ce qui arrive, c'est que le Jupyter en fait, il a déjà exécuté toutes les opérations que j'ai fait avant. Et il va potentiellement s'en rappeler, même si je lui dis de l'importer, il va s'en rappeler. Il va peut-être pas aller chercher en fait celle qui est là, mais il va exécuter celle qui est déjà en mémoire que j'ai exécutée tout à l'heure. Alors pour être sûr que c'est pas ce qu'il fait, il faut toujours redémarrer le kernel. Et il faut aussi des fois redémarrer le kernel quand vous voyez en fait des opérations qui passent pas, vous comprenez pas pourquoi ça n'exécute pas le code attendu. Donc là, je vais redémarrer mon kernel et je vais appeler cette fonction avant et je vais vérifier que qu'elle ne marche pas. Donc pour l'instant, il me dit elle n'est pas définie, je ne la connais pas. Donc là, je l'importe, tout va bien. Et là, je l'imprime et j'ai bien un 2.0. Je vous ai mis aussi ici une petite image en fait qui explique comment ça marche finalement les petits Jupyter Notebook. Donc vous avez en fait un serveur qui va se lancer sur votre machine, une sorte de plateforme web qui va lancer donc différentes tables dans votre browser, qui va lire l'ensemble du code que vous avez exécuté et en fonction du type, elle va soit appliquer du HTML pour vous faire du style, soit elle va l'exécuter dans un kernel et vous faire la sortie directement. C'est pour ça qu'on a souvent besoin de redémarrer le kernel. Donc pour résumer, la meilleure pratique pour utiliser en fait le Jupyter Notebook, c'est de ne pas définir des fonctions directement dedans. Vous pouvez les définir au départ, puis les valider, et après vous créez en fait des fichiers .py et vous les importez au fur et à mesure et vous ajoutez les différents styles, les définitions et autres pour les expliquer. On a parlé de autocompléter, donc vous pouvez autocompléter et vous allez aussi voir si vous avez défini des docstrines. Donc imaginons que là j'ai ajouté une définition pour expliquer cette fonction. Donc, cette fonction retourne la racine carrée. Donc, je redémarre, juste pour être sûr. J'importe. Et ici, donc, je vais appeler la fonction racine carrée. Et je vais faire une tabulation pour qu'elle soit autocomplétée. Voilà. Et je peux aussi, en fait, afficher. Donc là, je vois le docstring. Donc, l'ensemble des docstrings et des définitions de mes fonctions que j'ai définies dans mon fichier, je peux les voir aussi pour vérifier, pour valider que c'est bien la fonction que je souhaite avoir. Donc, ça marche la même chose pour si je veux utiliser une fonction len. Peu importe les fonctions que je vais utiliser, je ne me rappelle pas de leur définition des différents paramètres qui prennent en entrée. Je peux utiliser donc Shift Tab et ça me retourne ça. Alors, on va aller sur le cours un petit peu. Je vais voir des questions après. Oui, il y avait une question. Voilà. Je te laisse répondre du coup. Ça marche. Donc, comment importer des fichiers qui sont situés ailleurs sur le disque, utiliser une ref absolue? C'est une question. Oui, alors ça dépend de comment en fait on souhaite comment on souhaite en fait aller les chercher. On va faire un exemple avec ce que vous avez déjà, c'était le dossier US Oil et Gas. Donc, je vais me placer en fait dans ce dossier US Crude Oil Production. Donc, ça, c'est ce que vous avez en fait dans Learn que vous pouvez utiliser. Donc, on a vu tout à l'heure que, je vais fermer ça aussi. On a vu qu'on avait des fichiers CSV. Donc, ça, c'est un premier fichier CSV. Ça, c'est un autre fichier CSV. Et j'ai mon Jupyter que j'ai créé en fait pour pouvoir manipuler ces deux fichiers CSV. Donc, pour l'instant, je suis en mode explorateur. Je regarde qu'est-ce que j'ai dedans, tout ça. On peut, en fait, déjà, dans un premier temps, vérifier que, par exemple, mes fichiers sont bien au même endroit que mon exercice. Et je peux lancer, en fait, un LS. Je pense que vous connaissez déjà le list.
Ça permet d'afficher en fait tout ce qui se trouve dans mon dossier. Donc, je peux voir copier-coller, par exemple, le nom de mes fichiers ici. Donc, moi, j'ai besoin de visualiser ce fichier-là. Je vais créer une petite variable file et je vais lui mettre ça. Je peux aussi auto-compléter. Donc là, comme c'est un string, je dois absolument mettre des quotes. Ah, je pense qu'on a un problème de mute. Oui, est-ce que tu peux le mettre en mute, s'il te plaît? Je t'entends toujours, est-ce que tu peux te mettre en mute? Donc, on a le premier fichier. Je vais aller chercher le deuxième fichier et je peux donc ici auto-compléter. Donc, si je rentre juste natural gas et j'appuie sur Tab, ça prend un peu de temps, mais il me le complète. Donc, pourquoi je vous montre en fait ces deux opérations? Des fois, c'est important parce que quand vous chargez un fichier pour pouvoir l'analyser plus tard, en fait, souvent, ce qui va se passer, vous allez peut-être oublier un N ou un I ou un O et vous n'allez pas comprendre pourquoi ça ne marche pas. Si c'est des noms compliqués, vous pouvez chercher pendant très longtemps. Donc voilà, je les ai chargés. Il y a aussi un autre moyen de vérifier qu'on est bien dans le bon dossier. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré ça, je vais vous ajouter un petit commentaire. Donc, ça, c'est pour lister en Markdown, pourquoi pas. Donc, lister les fichiers dans le dossier. Et là, vous pouvez aussi, donc là, on a créé deux nouvelles variables pour accéder au fichier. Donc, et ici, je peux aussi vérifier en fait où est-ce que je me trouve, dans quel endroit je me trouve. Donc, vérifier le dossier ou le directory, vérifier le chemin. Et là, on utilise en fait le PWD, donc vous pouvez aussi connecter avec les commandes de terminal. Et ça me permet en fait aussi de voir que je suis bien positionnée dans le bon dossier. Donc, une fois que j'ai tous ces fichiers-là, dans la suite de l'exercice que vous avez aujourd'hui, vous allez en fait importer des librairies. Donc, tout à l'heure, j'avais importé donc, mon fichier, donc j'avais juste un petit fichier avec une fonction. Maintenant, j'ai envie d'importer des librairies qui vont me servir à manipuler et à visualiser les différentes données. Donc, j'ai utilisé NumPy et Panda. Et pour lire en fait un des deux fichiers, je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler, donc imaginons que je souhaite lire gaz, je vais créer une nouvelle variable qui s'appelle gaz, je vais appeler ça underscore df pour data frame. Donc en fait, ce que je souhaite de faire, c'est de stocker donc ce fichier dans une variable pour le manipuler pour, par exemple, chercher des informations bien précises, appliquer des sommes ou voir la moyenne sur les différents mois et autres, ou agréger ces informations-là. C'est ce que vous allez voir la semaine prochaine. Donc, c'est comme ça qu'on charge en fait des fichiers ici. Donc, je vais faire un gaz underscore df pour data frame. Panda me permet de lire les fichiers, donc read underscore csv, parce que c'est un fichier qui est .csv. Et je vais lui passer la variable soit file1, soit file2 en fonction de celui que je souhaite lire. Donc là, on est parti sur gaz et c'est file2. Donc là, il me l'a lu. Et là, je veux vérifier en fait que j'ai bien les bonnes informations et que pour faire des manipulations plus tard. Donc je peux faire un head et ça m'affiche en fait les 5 premières lignes. Et là, je peux vérifier et valider que j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Donc, vous allez voir aussi comment manipuler en fait ces différents types de données à partir de la semaine prochaine. Et on le voit en fait en termes de visualisation, c'est beaucoup plus pratique pour analyser des données et aussi pour analyser plusieurs fichiers d'un seul coup. Donc là, je peux aussi créer, je peux aller lire l'autre fichier donc, qui s'appelle oil. Et je vais l'afficher aussi. Alors, je ne veux pas appeler file. Non.
Et là, je vais faire la même chose. Et je peux afficher aussi les 5 premières lignes en fait, de mon fichier .csv. Alors, donc, on a vu comment ouvrir en fait finalement le Jupyter Notebook. Donc, on se positionne dans le dossier à partir duquel on souhaite le lancer. Si on ne fait pas ça en fait et on est à la racine, imaginons qu'on est à C, il va nous ouvrir le Jupyter Notebook. En fait, l'explorateur de fichiers va se placer au tout début donc de mes fichiers. Et après, pour chercher dans l'arborescence de fichiers qu'on souhaite éditer et autres, ça peut vraiment, si vous avez beaucoup de dossiers, ça peut prendre du temps. Donc, il est préférable de toujours se placer dans le dossier dans lequel vous avez tous vos fichiers que vous souhaitez éditer ou créer ou autres, ou manipuler. Et là, vous lancez Jupyter Notebook pour lancer juste une tabulation, donc une table, ou Jupyter Lab, si vous souhaitez l'expérience plus Lab, où là, vous allez avoir plusieurs fichiers dans le même onglet et vous pouvez aller d'un fichier à un autre. Donc là, vous pouvez aussi regarder la partie NumPy et Pandas. Ça, vous allez en parler plus la semaine prochaine pour voir comment on peut utiliser les différentes librairies pour manipuler les données qui viennent donc soit de fichiers CSV ou autres. Et pourquoi utiliser Jupyter Notebook et non pas Excel. En fait, avec Excel, souvent, on peut avoir des limitations en termes de nombre de lignes. Si vous avez des fichiers qui sont très, très, très gros, ou si vous avez une centaine de fichiers, ça commence déjà à... On le voit des fois, Excel bug, il n'arrive pas à démarrer autre, votre machine commence à chauffer. Alors qu'avec du code Python et l'éditeur et Jupyter, vous allez plus facilement manipuler en fait différents types de fichiers, les visualiser et aller beaucoup plus vite. Vous pouvez donc combiner plusieurs fichiers. Vous allez voir aussi comment on peut aller chercher de l'information avec les requests. Donc, vous avez vu la librairie request, on peut aller lire des données à partir d'API. Donc ça, vous pouvez le faire aussi avec le code Python. Et bien sûr, c'est Python. Donc, c'est plus facile à manipuler. Et voilà, donc dans l'exercice que vous avez à faire pour aujourd'hui, ce que je vous conseille en fait, c'est de vous amuser, donc de lancer le Jupyter, d'essayer de lire les données, de prendre un peu la main avec les différents shortcuts. Je vous enverrai les liens nécessaires pour apprendre comment ajouter des cellules en haut, en bas pour aller plus vite, mettre du gras, mettre de l'italique, ajouter des liens, documenter. Et il y a une dernière chose que je vais vous montrer aussi, c'est vous pouvez en fait à la fin, une fois que vous avez fini votre code, vous avez fini en fait la documentation, les images, tout, vous pouvez l'exporter en format HTML et après le stocker sur votre machine ou le partager avec d'autres. Et ça, c'est aussi intéressant en fait, et je pense que c'est ce qui est le plus intéressant, c'est de pouvoir en fait le télécharger. Donc, imaginons que je souhaite stocker ça sous format HTML, je peux. Donc, il suffit en fait de l'exporter ici, export notebook as, et j'ai export notebook to HTML, et j'ai un rendu beaucoup plus sympa. Donc là, clairement, ça permet en fait d'avoir comme des notes en fait que j'ai prises avec les fonctions que j'ai lancées, la méthodologie que j'ai suivie, la stratégie que j'ai suivie, et je peux le partager avec d'autres ou le publier. Et je peux aussi créer des présentations avec ça pour présenter mes recherches et le résultat de mes recherches. Voilà. Yes, il y avait quelques questions. Donc, deux seulement. Mathieu qui dit qu'il pensait plutôt tout à l'heure à des fonctions écrites en Python dans des fichiers .py. Je voilà, que j'aurais dans un répertoire libre et que je voudrais utiliser dans plusieurs notebooks. Import fonctionne automatiquement. En fait, il faut aussi, je vais envoyer un lien par rapport à ça, il faut définir une variable globale d'environnement où vous allez mettre le chemin de votre librairie et comme ça, quand vous faites un import, il va aller regarder en fait quand vous faites un import, il va regarder dans des variables d'environnement. Est-ce que vous l'avez déjà défini et il va charger votre librairie à partir du chemin où elle se trouve. C'est plutôt cette méthode-là qu'on suit et je vais vous partager du coup le lien. Je prends ça en note et je vais vous partager le lien de comment appeler des fonctions que vous avez définies finalement parce que pas dans le même dossier que le notebook et vous souhaitez les appeler avec un import. Ok, super, merci.
Et donc Claudia qui demande, est-ce qu'on peut reconvertir aussi des data files si par exemple je n'ai pas de fichier CSV mais SPSS ou des fichiers Stata? Alors, je ne connais pas ces formats de fichiers, il faut regarder. Je pourrais regarder aussi comment on peut charger des fichiers de type SPSS ou Stata. Je pense qu'il faut des librairies spécifiques qui potentiellement ont été développées pour pouvoir lire. Comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, le CSV, c'est parce qu'il y a une librairie CSV qui nous permet en fait de faire, ou même Pandas, qui est intégrée dans Pandas, qui nous permet de faire des fonctions read CSV. Donc, elles ont été développées pour lire ce type de fichier bien précis. Pour SPSS et des fichiers Stata, j'imagine que potentiellement, il se peut qu'il y ait aussi des librairies qui ont été développées pour pouvoir les lire. Et vous direz ça. Ok, super, merci. Donc, pas d'autres questions? Non, je crois qu'on est bon. Je vais remettre ma caméra. C'est plus sympa. Donc, heureux tout le monde. Alors, non, c'est bon. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, merci beaucoup, Soumia. Merci à tous pour votre participation. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous partager d'ici demain tous les liens, donc dans le même tableau toujours, du replay, le code et la correction des exercices. Donc, pour rappel important, vous êtes les bienvenus à la session portes ouvertes demain au wagon. Donc, c'est dès 17h et à 18h, tout le monde se retrouve autour d'une bière, donc avec les élèves du batch en cours. Donc, c'est l'occasion de découvrir le lieu, l'équipe, les élèves et de nous poser toutes vos questions. Donc, si vous ne pouvez pas demain, on fait ça chaque vendredi cet été. Donc, rebelote la semaine prochaine. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc, on va vous laisser. On se retrouve lundi, même heure. Et très bon week-end à tous. Bon appétit. Et moi, je vous retrouve pour l'API et le scrapping la semaine d'après. Voilà. Oui, voilà. On ne se dit pas adieu. Bon, bonne journée tout le monde. Au revoir. Au revoir.